Il y a des gens dans une vie qui tiennent que la maison debout sans que personne ne le dise vraiment. Ce sont souvent eux qu'on appelle quand ça va mal, eux qui savent calmer une crise, eux qui trouvent les mots, eux qui prennent sur eux pour que les autres ne s'effondrent pas. Au début, ce rôle peut sembler noble. Et il l'est, en partie. Être un pilier, c'est être fiable. C'est être celui ou celle dont la présence rassure. C'est apporter de la stabilité dans des moments où tout vacille. Dans un monde où beaucoup se déchargent vite de leurs responsabilités, être capable de porter, d'aider, d'écouter et de soutenir, c'est une vraie force. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas une posture, c'est une qualité rare. Être ce pilier peut même donner du sens à une existence. On se sent utile, on a l'impression de compter. On voit concrètement que notre calme évite des dégâts, que notre discipline protège un groupe, qu'une parole bien placée peut empêcher quelqu'un de sombrer. Il y a une dignité immense dans le fait de savoir tenir quand d'autres tremblent. Beaucoup de gens admirent ça, parfois en silence. Certains ont grandi trop vite, ont appris tôt à lire les tensions dans une maison, à anticiper les besoins, à devenir matures avant l'heure. Ils sont devenus compétents, solides, efficaces, et souvent dans la vie adulte, cette capacité devient leur identité. Ils ne sont pas simplement gentils, ils sont devenus nécessaires. Mais c'est là que le problème commence, parce qu'il y a une différence entre être important pour les autres et devenir indispensable à leur place. Il y a une différence entre aider quelqu'un à traverser un passage difficile et devenir le système nerveux de plusieurs personnes en même temps. Tant que tu soutiens sans te perdre, ta force reste une force. Mais quand trop de gens s'habituent à se reposer sur toi pour penser, décider, relativiser, se calmer ou se motiver, alors ton rôle change. Tu n'es plus seulement un appui, tu deviens une fonction. Et à partir du moment où tu deviens une fonction dans la vie des autres, il y a un risque terrible, celui de ne plus être perçu comme une personne entière. Le problème, ce n'est pas seulement la quantité d'énergie que cela demande. Le problème, c'est la nature même de cette énergie. Aider vraiment quelqu'un, ce n'est pas juste donner du temps, c'est ouvrir de l'espace mental, c'est absorber des émotions qui ne sont pas les tiennes, c'est rester stable quand l'autre est agité. C'est parfois mettre tes propres besoins en pause pour éviter qu'une situation ne dégénère. Sur le papier, cela ressemble à de la générosité. En réalité, à long terme, cela peut devenir une usure profonde, pas forcément spectaculaire, pas forcément visible, une usure lente. Tu continues à fonctionner, mais intérieurement tu t'épuises. Tu réponds encore aux messages, tu trouves encore des solutions, tu souris encore quand il faut, mais quelque chose en toi commence à se retirer. Le plus dur, c'est que cette fatigue-là n'est pas toujours reconnue. Quand quelqu'un s'écroule bruyamment, tout le monde voit qu'il ne va pas bien. Mais quand quelqu'un tient, on suppose souvent qu'il peut encore tenir davantage. Ta solidité devient l'argument qu'on utilise, parfois inconsciemment, pour te demander encore plus. On se dit que toi ça va, que toi tu gères, que toi tu es fort, et souvent, comme tu as pris l'habitude d'être à la hauteur, tu entretiens toi-même cette illusion. Tu n'oses pas dire que ça te coûte, tu culpabilises à l'idée de décevoir. Tu crains de paraître faible au moment précis où tout le monde te voit comme le plus solide. Alors tu continues, et plus tu continues, plus les autres s'organisent autour du fait que tu continueras. C'est là qu'apparaît un poison discret, le ressentiment. Pas forcément contre une personne en particulier, mais contre la place qu'on t'a donnée ou que tu as laissé s'installer. Tu aimes ces gens, tu veux leur bien, mais au fond de toi, quelque chose commence à dire: pourquoi est-ce que tout repose toujours ici? Pourquoi est-ce que personne n'apprend à marcher un peu mieux tant que je reste disponible? Pourquoi ai-je l'impression que mon repos doit se négocier, que ma fatigue doit se justifier, que mon silence inquiète plus qu'il n'est respecté? Ce ressentiment fait peur parce qu'il cohabite avec l'amour. On peut aimer profondément les siens et en même temps souffrir de la dépendance qu'ils entretiennent envers nous. Il faut avoir l'honnêteté de dire une chose que beaucoup de discours de développement personnel évitent. Être le pilier de tout le monde ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un de plus accompli.
Parfois, cela te rend simplement plus fatigué, plus fermé, plus dur, plus vide. On vante souvent le courage de ceux qui portent les autres, mais on parle moins du prix psychologique de cette posture quand elle devient chronique. À force de contenir les émotions des autres, tu peux perdre le contact avec les tiennes. À force d'être utile, tu peux oublier ce que tu veux réellement. À force d'être fort, tu peux devenir incapable de demander de l'aide sans te sentir illégitime. Et à force d'être le refuge, tu peux finir par ne plus avoir de refuge toi-même. Il existe aussi un danger plus subtil encore. Quand on a longtemps été valorisé pour sa capacité à sauver, réparer, organiser ou rassurer, on peut finir par croire que l'amour passe forcément par le sacrifice. On peut se sentir coupable dès qu'on met une limite. On peut même être mal à l'aise face à des relations saines, équilibrées, où l'on n'a pas besoin de porter plus que l'autre. Parce qu'au fond, on a été habitué à ce que sa valeur soit liée au service rendu. Et quand cette mécanique s'installe, on attire souvent, sans le vouloir, des personnes qui ont besoin d'un moteur extérieur pour avancer. Pas toujours par malveillance. Parfois simplement parce qu'elles sentent que, chez toi, il y a de la ressource, de la patience, de la structure, et toi, comme tu sais faire, tu reprends encore une charge de plus. Vrai sujet, ce n'est donc pas de devenir froid ou égoïste. Le vrai sujet, c'est de comprendre qu'aider n'est sain que si cela n'entretient pas l'impuissance des autres. Si ton soutien permet à quelqu'un de se relever, c'est précieux. Si ton soutien devient ce qui lui évite de grandir, alors cela devient ambigu. Tu peux être indispensable à court terme dans une crise, mais tu ne dois pas devenir la béquille permanente d'adultes qui pourraient, avec un effort réel, reprendre du terrain dans leur propre vie. Sinon, tu pèses leur immobilité avec ta propre énergie. Il faut aussi accepter une vérité qui pique un peu. Certaines personnes aiment ton aide, mais ne veulent pas vraiment ton bien au même niveau où elles veulent ton soutien. Elles aiment ta disponibilité, ta clarté, ta force. Elles aiment le fait que tu sois joignable, stable, prévisible. Mais elles ne se demandent pas toujours ce que cela te coûte. Ce n'est pas forcément de la manipulation consciente. C'est parfois simplement de l'habitude. Les gens s'habituent très vite à ce qui les soulage. Et si tu ne changes rien, ils peuvent sincèrement croire que tout va bien. C'est injuste, mais c'est humain. Alors que faire quand on sent qu'être un pilier est en train de nous creuser de l'intérieur? D'abord, arrêter de romantiser l'épuisement. Être vidé ne prouve pas qu'on aime mieux. Se sacrifier en permanence n'est pas une preuve supérieure de maturité. Ensuite, il faut redéfinir ce que signifie aider. Aider, ce n'est pas tout prendre. Ce n'est pas répondre à toute heure. Ce n'est pas, porter ce que l'autre peut apprendre à porter. Aider, parfois, c'est écouter sans résoudre. C'est soutenir sans absorber. C'est dire la vérité à quelqu'un plutôt que le bercer dans une dépendance confortable. C'est aussi dire non, pas contre la personne, mais pour préserver la relation et pour ne pas se détruire à petit feu. Mettre des limites n'est pas trahir. C'est souvent la seule manière de rester quelqu'un de bon sans devenir quelqu'un d'usé. Une limite saine, ce n'est pas un mur dressé avec mépris. C'est une forme claire, c'est dire « Je suis là, mais pas de cette manière-là. Je peux t'aider, mais je ne peux pas vivre à ta place. Je peux t'écouter, mais je ne peux pas être ton unique source de stabilité. Je peux te soutenir, mais je ne peux pas être le réparateur officiel de ton chaos. » Une telle phrase peut décevoir sur le moment, surtout ceux qui profitaient de ta solidité sans en mesurer le coût. Mais elle protège quelque chose de fondamental, ta capacité à rester humain. Parce qu'un pilier qui ne se régénère jamais finit par fissurer, et quand il fissure, il ne s'effondre pas toujours en grand fracas. Parfois, il devient distant, irritable, cynique. Parfois, il continue à faire ce qu'il a toujours fait, mais sans chaleur. Parfois, il disparaît émotionnellement avant de disparaître concrètement. Beaucoup de gens n'explosent pas. Ils s'éteignent, et le drame, c'est qu'ils s'éteignent souvent au nom de qualités que tout le monde admirait chez eux.
Il y a pourtant une version plus juste de la force, une force qui ne consiste pas à tout porter, mais à discerner ce qui doit être porté et ce qui doit être rendu à l'autre. Une force qui n'a pas besoin d'être héroïque en permanence, une force capable de dire « je ne suis pas une réserve infinie, j'ai une vie intérieure, j'ai mes propres batailles, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit de ne pas sauver tout le monde, j'ai le droit d'exister autrement que par mon utilité ». Au fond, être un pilier peut être une très belle chose quand cela repose sur la liberté, la lucidité et la réciprocité. C'est une mauvaise chose quand cela devient un piège identitaire, une prison morale ou une machine à s'oublier. Le but n'est pas de cesser d'être fiable, le but est de ne pas devenir la colonne que tout le monde charge jusqu'à rupture. Tu peux rester quelqu'un de solide sans être le réservoir émotionnel de tout ton entourage. Tu peux être présent sans être englouti, tu peux aimer sans te sacrifier entièrement, et parfois le geste le plus mature n'est pas de porter plus, c'est de poser ce qui n'aurait jamais dû reposer seulement sur toi.